grand dossier, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ce plateau. On est ensemble jusqu'à 18h, en direct évidemment, comme tous les jours. Quoi qu'il arrive, Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là. Ça n'est pas de moi cette phrase, mais de Michel Duclos, ancien diplomate, grand spécialiste de ces questions à l'Institut Montaigne et qui nous fait l'amitié d'être avec nous dans quelques instants. Les pays baltes sont dans le viseur. Porte d'entrée pour Vladimir Poutine pour aller encore plus loin, peut-être. On va voir comment cette guerre hybride prend de l'ampleur. Est-ce qu'on est prêt, nous ? La Lituanie, l'Estonie, la Lettonie prennent des mesures, l'Allemagne aussi, on va vous expliquer. Et puis côté négociation, est-ce que nous, Européens, on va arriver à mettre un pied dans la porte ? On ira à Londres, où Emmanuel Macron et ses alliés européens verront Volodymyr Zelensky demain. Objectif, l'aider, Volodymyr Zelensky, à gagner sa guerre quand la Maison-Blanche lui met une pression énorme, pression saluée par le Kremlin lui-même, jusque sur sa vision du monde. L'administration actuelle est fondamentalement différente des précédentes. Et bien entendu, le président Trump est désormais fort. Et fort au point de vue de la politique intérieure. Ce qui lui donne l'occasion d'agir conformément à sa vision. Les ajustements que nous constatons correspondent largement à notre vision. Et nous pouvons probablement espérer que cela peut être une garantie certes modeste de continuer à travailler ensemble de manière constructive pour trouver un règlement. Si Russes et Américains ont désormais la même vision du monde, sommes-nous, nous, Européens, prêts et capables de nous défendre ? Pour en parler, pour m'accompagner sur ce plateau, le général Dominique Delors, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous, général, ancien chef du centre opérationnel interarmées. Vous avez écrit 2031, les batailles de la présidente, publié au Sémaphore, c'était l'année dernière. À vos côtés, Marc Semeau, qui est journaliste spécialisé dans les questions internationales. Bonjour Marc, ravi de vous retrouver. Collaborateur au Monde et à Challenge, 100 questions sur la géopolitique. Le voici, votre ouvrage publié chez Taillandier. Emmanuel Véron, merci d'être avec nous, docteur en géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste entre autres de la Chine contemporaine et surtout de relations internationales. Magali Barthès pour le service international de TF1 et LCI. Merci beaucoup Magali d'être avec nous. Et puis Vincent Crouzet qui est expert en renseignement, écrivain, le Chevalier de Jérusalem aux éditions Robert Laffont en attendant le prochain. Et je salue donc Michel Duclos, bonsoir à vous. Je salue Michel Duclos, conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous parce qu'il semblerait qu'effectivement Vladimir Poutine ait des ambitions. Est-ce qu'elles sont en train de se préciser, ces ambitions ? Est-ce que son agressivité face à l'Europe passera par les pays baltes ? Je voudrais qu'on voit ensemble cette note que vous avez publiée sur le site de l'Institut Montaigne et puis cette tribune dans Le Monde également il y a quelques jours. Vous écrivez « La Russie cherchera dans les années à venir à tester la solidité de l'article 5 de l'OTAN et de l'architecture de la sécurité euro-atlantique au moyen d'une agression à l'encontre des pays baltes, membres, vous le rappelez, à la fois de l'OTAN et de l'Union européenne. » Et la phrase qui a vraiment retenu mon attention, c'est « Nous retenons un scénario d'escalade progressive dans lequel la Russie engagerait d'abord des actions hybrides avant de recourir à des moyens conventionnel. » Est-ce que ça veut dire, Michel Duclos, que Vladimir Poutine se prépare à tenter de récupérer la Baltique, qu'il a donc perdu de son propre fait, puisque c'est lui qui a provoqué l'adhésion à l'OTAN de ces trois pays dont on parle ? Alors c'est une hypothèse parmi d'autres. Il ne faut pas non plus trop singulariser les pays baltes. Ça peut être d'autres pays en Europe. Mais évidemment, en vue de Moscou, ce sont des proies tentantes puisque géographiquement, ils sont très près de la Russie. Ils sont au contraire assez loin du cœur de l'OTAN, donc plus difficiles à défendre. Il y a différents prétextes que peuvent prendre les Russes, et notamment la présence de minorités russophones. Donc pour toutes ces raisons, si les Russes veulent tester l'article 5, c'est-à-dire mettre à l'épreuve la solidarité transatlantique, ce sont des cas qui, du point de vue de la Russie, sont tentants. Or, il faut bien voir que jusqu'ici, on pouvait dire qu'une telle attaque était d'autant plus possible, plausible, que les États-Unis donnaient des signaux de désengagement à l'égard de l'Europe. Aujourd'hui, ce n'est pas des signaux de désengagement, c'est des signaux d'hostilité, en tous les cas, de très grande réticence à l'égard des Européens. Et dans ces conditions, on peut considérer en effet que la menace ne fait que croître
dans les semaines qui viennent de s'écouler. Alors, pour tester l'article 5, dites-vous, on a eu beaucoup d'exemples et on va en développer d'autres au cours de cette émission, de survol de drones, on va parler tout à l'heure de ballons en Lituanie par exemple. Tout ça, ce sont des armes de guerre hybrides. Est-ce que ça veut dire, de votre point de vue, Michel Duclos, que ces éléments qui font partie d'une guerre hybride, il y en a évidemment beaucoup d'autres, doivent être considérés comme des actes de guerre qui pourraient nous amener à réfléchir à l'utilisation de l'article 5 ? Alors, je dirais, à l'article 5, je ne sais pas, mais que ce soit des actes de guerre, ça ne fait pas de doute. Et si vous voulez, pour dire les choses très simplement, lorsque j'ai rédigé cette note, et en me rendant sur place, naturellement, un certain nombre de fois, je me suis rendu compte que si les Russes voulaient prendre Narva, selon le scénario le plus traditionnellement évoqué, c'est pas le seul, par surprise, en une nuit, probablement que c'est pas possible, parce que là, évidemment, les Estoniens s'y attendent. Ils sont préparés. Et c'est un scénario auquel ils sauraient faire face. Et donc, les Russes procéderont probablement autrement, en multipliant les attaques qu'on appelle hybrides, ou les cyberattaques, et les attaques ponctuelles de toutes sortes, pour désorganiser le dispositif de ces pays et faire en sorte que s'ils veulent prendre Narva, les pays en question ne seraient plus en état de réagir. Et par ailleurs, il ferait aussi des coups du même genre dans d'autres pays, à la fois pour faire diversion et pour intimider les capitales qui seraient tentées de venir au secours des pays baltes. Or, au fur et à mesure que je rédigeais cette note, on voyait sous nos yeux commencer à se dérouler ce type d'attaque. Ce qui prouve que les Russes ont en tête et sont en train là aussi de tester ce type d'agression pour voir comment nous réagissons et jusqu'à quel point nous sommes vulnérables à cette forme de guerre. Et de votre point de vue, ce sera ma dernière question, parce que je sais que il va falloir que je vous laisse après, mais de votre point de vue, est-ce qu'on réagit de façon satisfaisante, collectivement ? De mon point de vue, oui et non. C'est-à-dire oui, en ce sens qu'il y a une vraie prise de conscience, des réactions fortes qui ont été affichées, mais pas tellement de façon opérationnelle. Ouais. Et donc, il faudrait qu'il y ait, soit à l'OTAN, soit à l'Union européenne, soit dans n'importe quel autre cadre, des instances beaucoup plus coordonnées, beaucoup plus opérationnelles, pour réfléchir à ce qui, il faut bien le dire, est une forme nouvelle de conflit, beaucoup plus intense que ce à quoi on pouvait s'attendre ces derniers temps. Est-ce qu'elle aurait été provoquée, justement, est-ce que ce projet-là est né dans sa tête, justement parce qu'il a perdu la Baltique, Vladimir Poutine, ou est-ce que c'était un projet qu'il avait en tête depuis longtemps, de votre point de vue, Michel Duclos ? Si vous me tentez là, de remettre les choses en perspective, j'étais moi-même à Moscou au moment de l'effondrement de l'URSS. Les milieux intellectuels, stratégiques, etc., soviétiques, prouvaient qu'au fond, les États baltes n'avaient jamais vraiment appartenu à la sphère russe, que c'était une parenthèse dans l'histoire. Et puis on a vu progressivement le discours russe depuis le début de ce siècle, donc depuis l'arrivée au pouvoir de M. Poutine, changer progressivement. Et maintenant, vous avez des gens comme Lavrov qui revendiquent carrément l'appartenance des pays baltes à la Russie. Donc, ce à quoi on assiste actuellement dans les négociations sur l'Ukraine, c'est des Russes qui remettent en cause la carte géopolitique de l'Europe telle qu'elle avait été définie il y a 35 ans. Ils remettent en cause les équilibres stratégiques en Europe tels qu'ils ont été établis à la fin de l'URSS. Or, si ça concerne l'Ukraine, pourquoi ça ne concernerait pas les pays baltes, bien sûr. Bien entendu. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Michel Duclos. Si ces questions vous intéressent, allez effectivement sur le site de l'Institut Montaigne. Cette note est absolument passionnante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ligne. Alors, vous parlez d'actions hybrides avant de recourir à des moyens conventionnels. Dans ce que pourrait faire Vladimir Poutine, effectivement, il y a plusieurs hypothèses. Alors, de fait, les survols de drones font partie de ces menaces hybrides. Et alors, Brandon Waret, bonjour à vous. Ça va même plus loin. Une histoire de ballon qui se passe en Lituanie. Expliquez-nous ça. Effectivement, bonjour Bénédicte. Des
intrusions donc, au-dessus du ciel lituanien. On va regarder justement cette vidéo parce que à 3 reprises, les aéroports donc, de Vilnius ont été suspendus donc, cette semaine pour leur vol. On voit là un ballon sur ces images nocturnes qui tombe progressivement sur le sol lituanien. Ce sont des images diffusées par le service donc, des gardes frontières de la Lituanie. Des images comme celle-ci, on en voit énormément qui fleurissent ces dernières semaines, ces derniers jours. Alors, on ne connaît pas la localisation précise. On sait en tout cas que selon les autorités, ça se passe à la frontière avec la Lituanie. D'autres images, comme celle-ci, capturées, des engins qui ont été interceptés, qui sont habituellement utilisés pour les trafics de cigarettes avec les contrebandiers, les autorités qui nous disent qu'on peut mettre à l'intérieur jusqu'à 1500 paquets de cigarettes au total. Alors, on a le gouvernement de Vilnius qui accuse Minsk d'envoyer ces appareils en direction du territoire de la Lituanie. On ne connaît pas leur taille exacte ni leur poids, mais on imagine que si ces engins sont envoyés sur le territoire et qu'ils entrent en collision au moment de l'atterrissage, du décollage d'avions civils, cela pourrait provoquer des conséquences importantes. Donc on voit sur cette carte la Biélorussie envoyée sur le territoire lituanien avec des incidents qui se sont multipliés ces derniers jours, notamment autour des 2 plus grands aéroports de la Lituanie, Kaunas et Vilnius. Et puis, on a ces engins, ce chiffre important. Selon les autorités, ils volent jusqu'à 10 km de hauteur. Imaginez, avec le vent, forcément, ça rend la trajectoire de l'engin imprévisible. Il serait délibérément envoyé par Minsk en territoire de la Lituanie, avec donc pour diriger les différentes trajectoires de vol de chaque aéroport. C'est ce que nous dit la première ministre lituanienne. Et donc, on accuse de la part de Vilnius, Minsk, d'envoyer ces engins. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a déclenché l'état d'urgence sur l'ensemble de son territoire. Et oui, c'est dire qu'ils le prennent au sérieux. Merci beaucoup, Brandon. On va vous retrouver régulièrement au cours de l'émission, parce que je vous ai fait beaucoup travailler aujourd'hui. Ça vous fait du bien. Général Delors, est-ce que, Brandon vient de nous le dire, le gouvernement de Vilnius est en train de préparer justement l'état d'urgence. C'est dire qu'ils sont inquiets. Le patron de l'OTAN a également réagi très vivement à cette affaire de ballon. Je vous pose la question que je posais à Michel Duclos. Est-ce qu'on est là manifestement devant un acte agressif ? On est un acte parmi les actes agressifs. Il y en a de pire. C'est quand même pas terrible. Les Coréens du Nord ont l'habitude aussi d'envoyer des ballons et pas qu'avec des paquets de cigarettes, si ma mémoire est bonne. Donc non, ce qui est important, c'est que la Lituanie est sans doute le pays balte, peut-être le plus sensible, peut-être même plus encore que l'Estonie. Pourquoi ? Parce qu'elle est accolée à l'enclave russe de Kaliningrad. Et donc ça, c'est un point ultra sensible. Ça, c'est la première vulnérabilité. La deuxième, c'est que la capitale elle-même, Vilnius, est pas loin de la frontière, à quelques dizaines de kilomètres, donc beaucoup plus vulnérable que Tallinn ou Riga. Et le troisième élément, c'est que cette vulnérabilité, elle est quand même largement prise en compte, parce que les Allemands ont décidé de déployer une brigade blindée à côté de Vilnius. Donc, ce qui veut dire que la guerre hybride, pour le moment, de toute façon... ils font c'est des petites actions encore, c'est pas encore des trucs très importants, mais en tout cas c'est symptomatique de la direction de ce scénario qui a été énoncé, qui est un des scénarios les plus probables, qui est effectivement une attaque sur la Lituanie, qui peut se décomposer en un certain nombre d'actions, et pourquoi pas d'abord par une guerre hybride, mais qui a déjà commencé. La guerre hybride est déjà partie. Mais c'est la question justement. Informationnelle, notamment, bien sûr. Guerre hybride qui a déjà commencé, effectivement. La Lettonie, comme les autres pays baltes, fait partie de l'OTAN, fait partie de l'UE. Si la guerre hybride a déjà commencé, la guerre hybride est une forme de guerre quand même. C'est pas qu'il faut déclencher l'article 5, le problème de la guerre hybride, qui n'est pas encore la guerre, mais qui est malgré tout une forme de guerre, c'est à partir de quel seuil on considère qu'il y a véritablement agression. Il y a agression, elle reste contrôlée, mais pour compléter ce que dit le général, la Lituanie, effectivement, ces vulnérabilités que vous évoquiez, mais c'est la seule des républiques baltes où il n'y a pas réellement une forte minorité russophone. De ce point de vue-là, le scénario qui était celui qu'on avait longtemps envisagé, qui était celui de rebelles russophones s'emparant de type à Narva, donc la ville limitrophe de la Russie, de
d'institutions clés avant d'être attaqués par les troupes estoniennes et que les Russes disent nous intervenons pour protéger notre minorité. Bon, on est en dehors de ce scénario. En revanche, il y a effectivement sur la Lituanie, pour la Lituanie, ce lieu stratégique fondamental qui est le corridor de Suwałki, qui relie la Pologne et la Lituanie, donc la continuité du territoire de l'Union européenne avec les pays baltes, et réciproquement, c'est à cause de ce corridor que les Russes n'ont plus de continuité territoriale avec l'exclave de Kaliningrad, ça s'appelle une esclave parce qu'elle n'est pas totalement enclavée, vu qu'elle a eu un débouché sur la mer, et qui est potentiellement l'autre enjeu stratégique, qui est le lieu où il pourrait y avoir, en cas d'attaque de la Russie sur les pays baltes, une réponse de l'OTAN. Le général américain des forces terrestres de l'OTAN, le nouveau, d'ailleurs, il y a 3 semaines, un mois, disait, qui était une manière de rappeler quand même aux Russes de se calmer, qu'en 24 heures, l'OTAN pouvait prendre Kaliningrad. Il y a eu une autre info aussi, Magali, au sujet des pays baltes, c'est que la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie sont en train d'envisager, c'est pas encore complètement décidé, mais d'envisager de démanteler la liaison ferroviaire, cette fois-ci, qui les relie à la Biélorussie et à la Russie. Façon de dire pour eux, on casse l'axe de communication, même si, bon, pour eux, ça sera pas forcément effectivement enfin ça va forcément les impacter, mais de casser la mobilité pour eux est aussi une arme très très efficace. Mais c'est une façon de dire qu'ils sont prêts en effet à hausser le ton aussi de leur côté, et ça c'est un message à la Russie et à la Biélorussie. Alors c'est pas la première fois que la Biélorussie a ce genre d'attaque hybride. Jusqu'à présent, elle s'était aussi beaucoup servie des migrants. Vous savez qu'elle faisait venir à la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie pour les faire traverser, leur ouvrir les portes, parce que tout ça participait à la déstabilisation évidemment des frontières extérieures de l'Union européenne. Et c'est quand même le but, quand on voit la multiplication de ces événements, que ce soit les ballons, les drones, les sabotages de câbles sous-marins, les intrusions dans l'espace aérien, on voit bien à quel point quand même tout ça, ces événements se multiplient, et donc ça accrédite quand même cette thèse d'une montée en puissance de ces attaques hybrides. La question, c'est évidemment jusqu'où, et en effet, quel est notre message à nous, quel est le message qu'on envoie. Grinkiewicz, qui est donc ce général américain qui donc gère qui dirige l'OTAN, enfin excusez-moi, la force européenne, les Américains, les forces de l'alliance américaine, disait il faut s'attendre à plus de déstabilisation, mais il faut que nous, OTAN, on soit aussi capable de les dissuader, c'est-à-dire nous aussi d'avoir une réponse plus ferme et plus agressive d'une certaine façon. Et peut-être aussi, Emmanuel, parce que Magali dit s'adresser aux Russes en ayant une réponse plus ferme, ou aux Biélorusses en ayant une réponse plus ferme, mais peut-être s'adresser aussi à ces populations russophones dont parlait Marc, qui peuvent être elles aussi, un élément de déstabilisation finalement. Oui, c'est je crois déjà en fait le cas. Me semble-t-il. Pour l'instant, je crois que les structures otaniennes communiquent assez peu, mais il est évident que, avec la récurrence, et Magali le décrivait très bien, de la diversité de ces vecteurs dans cette logique hybride sous le seuil, sans occasionner pour l'instant de la conflictualité ouverte, cinétique, etc. C'est des ballons, des attaques cyber, du sabotage, etc. Il y a bien évidemment des retours d'expérience. Il y a bien une réflexion qui est conduite au quotidien, au niveau otanien, au niveau des états-majors intégrés tel ou tel contexte, au niveau bilatéral, etc. Donc je pense qu'on est en cette fin d'année 2025 sur une réflexion qui monte en puissance dans les états-majors, dans les différentes organisations politico-militaires, je vais dire à l'ouest, pour essayer de trouver les solutions les plus adaptées par rapport à un contexte qui continue de se dégrader malgré des tentatives de négociation, malgré des logiques de médiation, malgré un supposé un jour peut-être, je ne sais pas, plan de paix en Ukraine, etc. Parce qu'on est bien sur cet ensemble général où il y a cette big picture là, cet ensemble général où il y a une montée en puissance de l'arsenalisation militaire russe, une montée en puissance des capacités hybrides russes, et qui n'en démord pas, et c'était un peu le papier de Michel Duplot là, à l'Institut Montaigne. Il y a une velléité russe de démanteler l'OTAN, plus que de tester l'article 5, c'est même de démanteler l'OTAN. Oui, c'est ça. De démanteler les structures européennes. L'OTAN qui l'aura c'est une question de temps, c'est une question de solidité, de fragilité, etc. Donc je pense fondamentalement qu'en Europe, beaucoup... Alors il y a le temps de la communication, il y a le temps de l'organisation, mais on y est. On est dans un temps de réflexion et d'action. Oui, alors moi je vais casser un petit peu l'ambiance.
J'ai une petite déformation d'esprit avec vaguement paranoïaque. Je ne crois absolument pas à tout ça. C'est-à-dire ? Je pense que c'est un enfumage généralisé, organisé par les Russes, de mettre toute la focale occidentale, otanienne, européenne sur les pays baltes. Ah oui ? Ouais. C'est facile de balancer une dizaine, une vingtaine, une centaine de ballons au-dessus de la Lituanie, de faire trembler tout le monde. Et je veux dire, tout le monde parle de Narva depuis 2 ans. Narva, c'est un tout petit truc. Non mais alors pourquoi pas, mais pour aller attaquer où ? Pour aller la Moldavie, par exemple, déstabiliser les Balkans, la Bosnie-Herzégovine. Enfin, il y a énormément de cibles qui seraient donc dites des cibles molles, auxquelles on ne pense pas. Et puis des opérations beaucoup plus profondes de déstabilisation de l'Union européenne à travers des opérations d'ingérence lourde sur les scrutins électoraux qui seraient beaucoup plus efficaces pour déstabiliser l'Union européenne et surtout diviser les Européens. C'est ça que visent les Russes. Parce que envoyer 10 drones par-ci, 10 ballons par-là, etc., et tout le monde concentre son attention, ça fait beaucoup penser, vous savez, au débarquement du 6 juin, où les Allemands pensaient que les Alliés attaqueraient à Boulogne-sur-Mer ou à Dieppe, etc. Évidemment, ils ont attaqué ailleurs. Donc c'est exactement ça. Moi, je pense qu'il y a aussi un effort du renseignement russe pour que nous nous focalisions sur les pays baltes. Alors on va continuer de développer tout ça parce que c'est évidemment passionnant et surtout quand vous parliez des échéances électorales, moi ça m'a fait penser aussi à la revue stratégique de Donald Trump qui est donc tamponnée manifestement par Vladimir Poutine himself sur justement ces partis d'extrême droite européens et qui seraient notre seule source de salut d'après ce qu'on en croit. On va voir comment on va essayer de se protéger un peu plus que ça. On ira faire un tour d'ailleurs du côté de l'île Longue où Esther Lefebvre a pu rentrer un peu elle va nous expliquer comment ces sites sont protégés. On revient dans un instant, restez avec nous. On continue d'évoquer notamment la sécurité européenne de façon globale. Comment nous, en Europe, pouvons-nous nous protéger ? On se pose la question en France même après ce survol. On en a énormément parlé en fin de semaine de l'île Longue, survol de drones. L'île Longue, c'est donc là où sont parqués nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Des drones qui n'ont pas été interceptés aux dernières nouvelles, sauf si l'un d'entre vous a une information contraire. Ils ont été brouillés, mais pas récupérés. Des sites ultra sensibles, ultra sécurisés. On en a plein en France, évidemment, et donc notamment l'île Longue. Comment peuvent-ils être repérés, ces drones, une fois qu'ils sont dans la zone, au-dessus de la zone militaire ? C'est une vraie question. Pourtant, je vous le disais tout à l'heure, Esther Lefebvre a pu, il y a quelques semaines, aller à l'île Longue, tourner un reportage. Regardez ce petit extrait justement sur la sécurisation du site. Sur terre, en mer et dans les airs, au quotidien, plusieurs centaines de personnes protègent la base, filtrent les employés. Scanner corporel, détection d'explosifs. Oui, très très bien, c'est bon, merci. Et même reconnaissance faciale. Chaque jour, environ 2000 personnes franchissent ces portes. Et pour nous, comme pour tout le monde, obligation de laisser son téléphone portable à l'entrée. Il y a eu une faille dans la sécurisation de l'île Longue, Vincent ? Non, certainement pas. Il apparaît de plus en plus vraisemblable que c'est une opération quand même de subversion agressive délibérée. Donc ces 5 drones qui ont survolé l'île Longue, très vraisemblablement, ils ont été déposés par des éléments précurseurs avec des batteries intégrées leur permettant d'être autonomes, d'être posés au sol et ensuite de pouvoir décoller en étant pilotés à très grande distance, et potentiellement depuis la Russie, par exemple, avec ensuite un système de RTH, donc Return to Home, leur permettant de revenir ensuite sur une zone de récupération du matériel. Donc c'est extrêmement difficile. Vous savez, la rade de Brest, elle est immense. Ceci dit, c'est certainement l'emprise militaire la plus surveillée de France, puisqu'elle c'est tout de même la base de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. D'ailleurs, il n'y a pas simplement l'île Longue elle-même, il y a aussi la pyrotechnie de Crozon, où on assemble tous les constituants nucléaires pour le M51. Alors maintenant, en termes de protection, il y a quand même un bataillon de fusiliers marins qui est spécialisé justement sur la protection de la base. Il y a aussi notre emprise de nageurs de combat du service action de la DGSE aussi qui a des moyens de protection, notamment au moment de la sortie des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et puis on a la base aéronavale de l'Andivisio avec la 33e flottille d'hélicoptères Caïman qui aussi rayonne sur la rade pour conduire ou effaroucher des éléments aériens hostiles. Donc on a quand même un
un système, un maillage extrêmement important. Oui, mais ces drones-là, ils arrivent à... On en avait intercepté en dehors de la zone militaire il y a 15 jours. Là, ils rentrent dans la zone militaire. Donc, il y a quand même... Alors, ils rentrent dans la zone militaire. Ceci dit, alors l'île Longue est séparée en 3-4 zones. Il y a notamment la zone centrale qu'on appelle la zone rouge, où se trouve justement qui sont les quais, la zone de la pyrotechnie elle-même de l'île Longue, qui est stratégique. Maintenant, ce sont des hangars ultra durcis même en termes d'attaque nucléaire, d'attaque missilière, qui sont extrêmement difficiles à détruire. Donc, on voit pas trop ce qui viendrait. De toute manière, quand on se balade le long de la route côtière en venant de Camaret ou en venant de Brest, etc., on a accès en visuel à l'île Longue de toutes les manières. Donc je vois pas trop Non, c'est surtout pour créer un climat d'insécurité. C'est tester la réactivité. C'est un peu gênant quand même que des drones arrivent à rentrer dans le périmètre de la bulle de sécurité. C'est important de remettre sur 3 points, à mon avis. Ouais. Atteinte physique, 0%. Ouais. 0 dégâts. OK. Risque réel sur 0% aussi. Hein, les capacités de ces drones-là sont totalement insignifiantes par rapport au dispositif réel durci de gens. Atteinte à l'image, oui. Alors, atteinte à l'image, oui. Atteinte aussi, question posée par les drones, c'est un problème que nous connaissons là comme ailleurs, hein, comme sur les champs de bataille, comme à l'intérieur de l'Europe. Comme quasiment pour tous les pays, le problème de drone, c'est un vrai changement dans la tactique, les concepts, aussi bien pour les petits drones, les moyens drones, les hauts drones, les drones haute altitude, ils posent de véritables problèmes. Ils apportent beaucoup, mais en termes de défense, ils en posent énormément également. Et évidemment, tant que nos ingénieurs n'ont pas trouvé de parade vraiment efficace, il va y avoir un avantage à la flèche par rapport au bouclier, pour reprendre la vieille image, qui correspond bien à ça. Hein. Le drone, c'est un moustique qui peut être dangereux, hein, qui peut être porteur de beaucoup de choses. Et donc ça, le problème est bien classé. Alors il ne faut pas s'affoler, hein, parce que le problème en lui-même du drone, il est posé là comme ailleurs. Je pense qu'on va trouver, il y a très sincèrement, quand on a eu la chance, ça a été mon cas, et même dans mon jeune temps, j'ai participé à la garde de ces installations face à des menaces qui étaient aussi réelles du temps de l'Union soviétique. Donc on avait bien, je connais bien ces installations-là, nos sous-marins ne risquent strictement rien. Hein. Donc c'est un point important à mettre dans la tête de nos téléspectateurs. Il n'y a pas de risque. Tester la réactivité. Par contre, problème qu'aucun drone n'a été abattu. Par contre, aucun problème n'a été abattu, et donc c'est bien ce que je disais, nous sommes bien dans l'avantage qui est toujours donné aux drones par rapport à la défense anti-drone, et ça, il va falloir réduire cet écart, c'est sûr. Alors, en l'abattant, on peut savoir d'où il vient. Exactement, c'est ça, pour les fameuses enquêtes qui sont à chaque fois les diligentées. Spécialistes du renseignement, à juste raison, vous diront qu'on sait effacer beaucoup de choses, et donc on peut envoyer sans signer véritablement. Donc on peut avoir une forte présomption, à mon avis légitime, contre notamment les Russes qui sont si on arrive déjà à pister pour voir mais ils ne vont pas signer, S'ils la signaient, ça serait too much, quoi. Alors, vous dites qu'il faut absolument qu'on fasse un effort et qu'on arrive collectivement à lutter contre ces drones. Il se trouve, Brandon Warret, que les Allemands ont mis en place cette semaine une unité spéciale, justement, anti-drone. Hein. Inauguration cette semaine, effectivement. C'est un niveau de gravité jamais atteint jusqu'ici. Ce sont les mots du directeur de la Fédération de l'aviation en Allemagne. Information donc révélée par nos confrères de l'agence Bloomberg. On fait quoi pour remédier à ces incidents qui se sont multipliés ces dernières semaines, ces derniers jours au-dessus des aéroports? Eh bien, on déploie une unité spéciale. Alors, on va décortiquer étape par étape comment elle est constituée. 130 agents de la police fédérale allemande qui sont répartis dans les 8 plus gros aéroports du pays, Hambourg jusqu'à Francfort, Stuttgart, Munich, Düsseldorf ou encore Berlin. Une unité qui est équipée, vous allez voir, de radars de détection alimentés par l'intelligence artificielle. Et puis, regardez ce pictogramme, les fusils brouilleurs, vous en parliez à l'instant, utilisés par la marine française pour faire face à ces drones au-dessus de l'île Longue. En plus de cela, vous avez des drones intercepteurs. Et ce pictogramme, c'est un filet physique qui est parfois utilisé par l'Allemagne, accroché à des drones pour intercepter d'autres drones. C'est un dispositif qui pourrait voir le jour dans cette unité spéciale. Vous l'imaginez, surveillance 24 heures sur 24, le tout chapeauté par un centre de commandement à Berlin. On met en commun les flux en temps réel pour coordonner les interventions sur le terrain.
Hyper intéressant. Donc la police, c'est pas l'armée, hein, on est bien Police d'accord. fédérale Police, c'est allemande. pas l'armée. Gaëtan Powys est avec nous, journaliste défense pour Air et Cosmos. Gaëtan, bonjour à vous. Ça peut être efficace, ça va être testé, hein, bien évidemment, parce qu'on sait que les aéroports allemands ont été largement survolés par les drones. Qu'est-ce qu'on pense de ce bouclier anti-drone ? Concrètement, on est sur une montée en puissance des forces de police. Aujourd'hui, le meilleur moyen de neutraliser une menace drone, ce n'est pas de brouiller, puisque en Ukraine, on le voit clairement, et même aujourd'hui, avec les survols qu'il y a eu en France, brouiller ne suffit plus. Il faut pouvoir littéralement détruire le drone en vol. Maintenant, est-ce qu'on va équiper des forces de police de canons antiaériens ? Peut-être pas, ou du moins pas pour l'instant. En revanche, là, de ce qui a été décrit, on est quand même sur une capacité de détection militaire, avec des radars capables de détecter des drones, ce n'est pas rien, avec des radars, avec des drones attrapeurs de drones, ou avec notamment un filet. Donc vraiment, il y a une montée en puissance du côté des forces de police, des forces de l'intérieur, mais à voir si ça va s'arrêter à ce niveau-là. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des fusils à plus longue portée? Est-ce qu'il va y avoir d'autres capacités? Mais là derrière, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'il y a une volonté de l'Allemagne de ne plus laisser passer les drones, d'éviter de neutraliser les différents aéroports, puisque derrière, ce sont de très nombreux avions qui ne peuvent plus voler. C'est un impact économique, c'est aussi une question d'image. Donc vraiment, il y a de nombreuses choses derrière, et l'Allemagne veut absolument éviter des répétitions de fermeture d'aéroports à cause de drones. Alors, Magali, effectivement, Gaëtan a employé le terme, il y a aussi une question d'image, ce qu'on a dit d'ailleurs pour l'île Longue avec le général tout à l'heure. C'est peut-être effectivement surtout ça, c'est-à-dire que politiquement, c'est important de montrer une réponse. La dernière fois où un aéroport en Allemagne a été obligé de fermer à cause de ces drones, c'était en pleine fête de la bière. Hein, donc tout ça est quand même très mauvais en termes d'image quand on voit les Allemands s'agglutiner dans les aéroports en attendant que le trafic reprenne. Alors ça dure pas très longtemps, mais il est certain que la menace, ce climat de menace, il est bien là, et que les Allemands investissent massivement. Là, on parle de 100 millions d'euros investis pour en effet mettre au point ce dispositif. Il y a vraiment une conscience très grande en Allemagne, parce qu'ils ont déjà été menacés par ce genre d'appareil, avec même un projet de loi qui a été soumis au vote en Allemagne pour autoriser l'armée à tirer aussi sur ce genre de drone, pour essayer d'accélérer en fait le processus. Et puis évidemment, c'est un État avec ses Länder, donc c'est vrai qu'il y a besoin aussi d'une coordination fédérale, et ça c'est ce qu'on voit mis en place avec ce bureau qui est finalement chargé de coordonner la réaction face à cette menace et qui est à Berlin. Alors vous avez aperçu que Caddy s'est installé sur ce plateau parce que, en préparant cette émission, on s'est rendu compte ensemble, Caddy, que l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, enfin aéroport de Paris de façon globale, avait déjà beaucoup travaillé sur la lutte anti-drone, mais pas depuis 2022 en fait. Non, depuis bien avant, effectivement, Bénédicte. Les deux plus importants aéroports français sont déjà dotés de boucliers high-tech, si je peux dire, et plutôt discrets d'ailleurs, hein. Vous allez voir. D'abord, un chiffre qui donne le vertige quand même. Plus de 2000 incidents de drones par an recensés autour des aéroports et des sites sensibles français. Ce sont les chiffres d'ADP, Aéroports de Paris. Face à ça, donc, le groupe a sorti l'artillerie lourde depuis 2017 en créant sa filiale Hologarde. Regardez, donc allié à Thales. Hein, voici le trio qui est doté de ces outils particuliers pour faire face à ces attaques de drones et autres objets non identifiés, si on peut dire. Thales donc fournit les technologies de détection et de neutralisation. On parle ici de radars de haute performance, des capteurs optiques, des brouilleurs, l'intelligence artificielle au cœur du système anti-drone d'ADP. Hologarde, de son côté, exploite 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 le centre de supervision qui surveille l'espace aérien autour des aéroports parisiens, qui coordonne donc la réponse adaptée en cas de drone intrus. Résultat, un mur anti-drone invisible qui est déployé d'abord à Roissy, ça date de mai 2019, plus récemment à Orly. Là, je vous explique, techniquement parlant, sans vous perdre, là où un radar classique repère un drone à 3 km environ, le système Hologarde, dont on voit ici le site internet, on vous a fait un petit scroll avec l'équipe derrière, détecte donc le drone à 7 km grâce à une espèce de cocktail d'optique, de radar, de radiofréquence, d'intelligence artificielle
qui sait faire la différence entre un oiseau et un drone. Et ça, oui, ça fait gagner beaucoup de temps pour réagir. Alors, côté neutralisation, ADP s'en occupe, mais reste muet, évidemment. Là, c'est secret pour la sécurité nationale, si je peux dire. On sait juste que plusieurs technologies ont été testées. Brouillage de signal de contrôle, lancement de filets, mais la décision finale d'abattre un drone, vous l'évoquiez tout à l'heure, Magali, revient uniquement à la gendarmerie des transports aériens. Le bémol, c'est que dans le cockpit, eh bien, les pilotes n'ont toujours rien comme instrument à bord. C'est ce que regrette l'un d'entre eux qui s'exprimait chez nos confrères du Monde et qui disait que quand ils envoient un, eh bien, ils le signalent et alors il y a leur fermeture de la piste ou de l'aéroport et eux, eh bien, ils sont le cas échéant. Oui, il disait on n'a que nos yeux pour le repérer, effectivement. Hyper intéressant pour la protection des aéroports, donc aussi des boîtes françaises qui vont il y a peut-être des marchés à prendre, effectivement. Je vois qu'on est très en retard et je voulais qu'on aille sur le... C'est pas de votre faute, Cathy, c'est de la mienne. Je suis le maître des horloges. Il faut qu'on aille en Ukraine et notamment pour retrouver notre équipe parce qu'il fait en plus très très froid et qu'elles nous attendent toutes les deux. Donc on reviendra si vous le souhaitez sur ce sujet-là. Mais je voudrais qu'on aille sur le terrain parce que encore et toujours la pression est mise très fortement sur les Ukrainiens et notamment sur les sites énergétiques, bien entendu. Claire Cambier et Camille Souhaut, qu'on va retrouver donc juste après, ont pu aller tourner un reportage dans l'une de ces centrales qui a été quasi entièrement détruite et que les Ukrainiens sont déjà en train de reconstruire pour la Xème fois. Regardez. Inspection des dégâts. Cette centrale électrique a été la cible d'une attaque russe. Une fois de plus. Nous réparons. Mais chaque attaque devient plus effrayante et entraîne encore plus de destruction. On a encore des ressources humaines. On va surmonter ça. Pour des raisons de sécurité, impossible de révéler des informations spécifiques à ce site de DTEC. La principale entreprise du secteur est sur les dents. Ces sites de production ont déjà subi 5 attaques en seulement 2 mois. Malgré toutes les destructions, vous le voyez, des ouvriers continuent de travailler et tentent de relancer cette centrale. Une tâche titanesque. Une partie du toit s'est effondrée. Depuis le début de la guerre, plus de 63 000 infrastructures énergétiques ont été endommagées. Alors pour soulager le réseau, des coupures d'électricité sont programmées quotidiennement dans tout le pays. Les générateurs font désormais partie du paysage. Nous retrouvons Stasia et son fils. Il est 16h30. Le goûter se transforme en dîner. Après, on n'aura plus l'électricité jusqu'à 9h. À cette heure-là, il sera au lit parce qu'il a école demain. 4e hiver de coupure, toute la famille a appris à s'adapter. Réveil au milieu de la nuit pour faire la lessive ou prendre une douche chaude. Lampe frontale à portée de main et des batteries externes en quantité. Branchées au routeur, elles permettent même d'avoir Internet en cas de coupure. Si la batterie portable est pleine, on en a assez pour 4-5 heures. Pour Timothy, ce quotidien n'a pas que des inconvénients. Je ne peux pas faire mes devoirs, c'est un avantage. Au final, c'est pas mal ces coupures. Pour d'autres, la situation est plus problématique. Il faut toujours que je fasse attention aux horaires pour savoir quand il y a de l'électricité et quand les ascenseurs fonctionnent. Artem n'ose presque plus sortir, par crainte de rester coincé dehors. C'est difficile pour vivre. Après le dernier bombardement, je suis resté 26 heures sans électricité. On ne savait pas quand ça allait revenir. L'incertitude, ça te tue. Il ne tiendra pas un hiver de plus dans ces conditions. Ses valises sont prêtes, il part en Pologne. Comme lui, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont choisi l'exil. Claire Cambier, bonjour à vous, merci d'être avec nous et bonjour à Camille qui est derrière la caméra. On voit bien, Claire, que c'est un jour sans fin, ce 4e hiver sans électricité. Oui, exactement. Il faut sans cesse réparer les centrales. La centrale qu'on a pu visiter justement dans le centre du pays, elle a déjà été frappée plus d'une dizaine de fois depuis le début de la guerre. Il y a un responsable qui nous disait clairement, il y a des fois des ouvriers qui ont envie de baisser les bras. Chaque fois, on met énormément de moyens pour tout relancer. Et puis, il y a un nouveau drone qui arrive dessus. Il y a un nouveau missile. L'entreprise DTEC, qui est la plus importante dans le secteur, elle nous a expliqué qu'à 5 entreprises, ils ont dû relancer
leur centrale de zéro. C'est pas simplement que c'était endommagé, hein, c'est que vraiment plus rien ne fonctionnait. Donc c'est vraiment désespérant. Et puis pour les ouvriers, il faut aussi savoir que c'est devenu vraiment un métier à haut risque de travailler aujourd'hui dans une centrale, d'autant plus que même pendant les alertes, il y a une partie des salariés qui nous expliquaient qu'ils sont obligés de rester dans la salle de contrôle. Cette salle de contrôle, on n'a pas pu la filmer, mais on a pu y aller. C'est protégé simplement par des sacs de sable. C'est quand même clairement pas l'idéal. Il y a un salarié qui comparait ça à la ligne de front. Il nous disait on est sur la deuxième ligne de front. Nous on combat pas avec des armes, mais on combat avec nos outils, puisque à chaque fois qu'il n'y a pas d'électricité, déjà ça rend plus difficile la vie des Ukrainiens, mais c'est aussi les maternités, les hôpitaux qui ne peuvent pas fonctionner. C'est toute l'économie du pays. On s'est mis ici, on voulait vous l'illustrer, dans une rue où alors on a un peu d'électricité, vous le voyez au-dessus de nous, mais c'est parce qu'il y a un générateur qui fonctionne ici. On est à côté d'un restaurant. Le reste de la rue est complètement plongé dans le noir. Il n'y a plus aucune lampe qui fonctionne, aucun lampadaire ici. Merci beaucoup Claire. Merci à Camille également pour vos reportages et vos témoignages en direct. Là, vous étiez à Kiev. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vais revenir sur notre histoire de drone parce qu'on voit bien avec ce que nous dit Claire là que c'est un véritable fléau. Emmanuel, la guerre des drones aura vraiment été, ce que disait tout à l'heure le général, le point central de cette guerre finalement, même s'ils sont très forts en lutte anti-drone, les Ukrainiens. C'est l'un des grands thèmes, c'est l'un des grands sujets centraux, comme vous le disiez, de cette guerre, et avec une forme d'agilité, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une panoplie de drones, du drone de combat jusqu'à des drones FPV, c'est-à-dire de petite taille, peu chère, etc., pour faire tout et à peu près n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est l'une des grandes leçons, et qui n'est pas au passé, c'est maintenant et c'est encore devant nous, puisqu'on voit qu'on en a parlé assez longuement précédemment de la réflexion sur la neutralisation et sur les brouillages. Mais ce qui est intéressant dans ce que vient de présenter Claire Cambier, c'est également le fait de plonger dans le noir la population. C'est le fait de plonger dans une absence d'électricité, le fait de plonger dans le froid durable les populations ukrainiennes. Et ça, c'est un sujet fondamental alors qu'on est en train d'entendre des sujets avec l'américain, le général Kellogg et autres, de négociations, de paix, etc. Il y a ici un sujet fondamental, bien évidemment en plus des drones, il y a un sujet fondamental qui est celui du froid. On rentre dans le mois de décembre, janvier, février, etc., pour démoraliser, décourager complètement les populations. Et derrière, il y a un vrai sujet avec potentiellement des milliers de morts. Je suis très très sérieux, même beaucoup plus. Si on a sur des températures moins 5, moins 10, moins 15, moins 20, dans une large partie de l'Ukraine sur des semaines continues, il y a une arme qui est extrêmement redoutable. Ouais. Et d'ailleurs, regarde l'histoire, notamment Seconde Guerre mondiale, dont on a les leçons. Donc c'est un sujet fondamentalement, bien évidemment terrible, mais fondamental. Évidemment. D'ailleurs, on le voit, cette femme qui nous dit, moi je réveille mes enfants au milieu de la nuit pour qu'ils puissent manger chaud. Ou ce jeune homme qui est en fauteuil roulant qui dit j'ai vécu 26 heures sans la moindre électricité. Ça n'est pas qu'une question de confort, c'est aussi une question de survie. Et d'ailleurs, puisque vous évoquiez le général Kellogg, on va l'entendre dans une seconde, parce qu'effectivement, ces négociations, elles continuent et elles se poursuivent, mais sur le terrain, ça tape toujours très fort. Les Russes maintiennent une pression extrême, et notamment, alors je vais me tourner vers Brandon, parce que Brandon, on a des informations selon lesquelles, alors, le front aurait été percé dans l'oblast de Zaporijjia. Effectivement, Bénédicte, et c'est peut-être la première fois que vous entendrez le nom de cette ville, Oulaïpol. Nous sommes là dans la région donc de Zaporijjia, cette ville qui est devenue un enjeu crucial pour les forces russes, une bataille très importante pour Vladimir Poutine, parce qu'on apprend qu'un observateur ukrainien a affirmé à l'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, que Moscou concentrerait dans cette ville, dans cette région, cette bataille, le même contingent qui se trouve à la bataille de Pokrovsk. On parle bien de Pokrovsk, là où il y a encore quelques semaines, le président Zelensky parlait d'un contingent de 160 000 à 170 000 hommes. Imaginez le même nombre de militaires dans cette région, et c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a une percée pour l'instant, toujours selon l'ISW, de la part des Russes, de 17 km en profondeur. Et on va regarder sur cette carte qui est assez éloquente, elle parle d'elle-même, parce que les Russes sont arrivés, donc progressent dans cette région.
ils sont en train d'atteindre cette rivière de Aïchour. Et donc, s'ils réussissent à l'atteindre, ils pourront bien encercler ces forces ukrainiennes, les couper d'approvisionnement donc en matériel notamment, et ainsi bloquer cette population, ces soldats ukrainiens dans cette ville. Alors, il faut savoir que là, nous sommes sur une vaste zone rurale, avec des champs à perte de vue. Cette ville, avant le début de la guerre, c'était 2000 habitants. Mais l'objectif de Moscou est essentiel ici, parce que en gagnant cette ville, en atteignant cette rivière, ça permettrait aux forces russes d'avoir des opérations beaucoup plus importantes, beaucoup plus conséquentes à l'ouest de l'Ukraine. Alors, y a-t-il eu percée, effectivement, merci beaucoup Brandon. On redoute la percée qui précéderait un effondrement, en fait, en général. Oui, alors, sur cette avancée, elle est signifiée par les ISW, effectivement. Elle date déjà depuis plusieurs jours où ils progressent. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on sort des zones de conurbation, que les principales villes sont en cours de combat ou en cours de réduction, et qu'ensuite on aborde effectivement toute une partie beaucoup plus rurale de champs, de plaines, jusqu'aux villes comme importantes de Zaporizhzhia, de Kramatorsk, etc. Et donc, il y a une possibilité pour les Russes d'avancer. Alors, je crois qu'il faut quand même rester raison gardée, parce que depuis maintenant 2 ans, ils avancent, mais ils avancent tout doucement, et ils avancent justement à cause de ces foutus drones. Ils peuvent pas avancer aussi facilement qu'ils l'imaginent. Et ils ont certes une nuée de drones, mais les Ukrainiens ont aussi une nuée de drones. Donc, qui fait que le combat, lui aussi, a changé de nature. Là où on pouvait envisager, comme ça s'est fait pendant les guerres précédentes, de grandes chevauchées blindées pour atteindre le Dniepr, et justement parce que c'est ce qu'on appelle une benne pleine à chars pour les tankistes, ils savent ce que je veux dire. Là, on se trouve dans une zone où il faut progresser avec parcimonie, avancer, si j'ose dire, c'est le retour du fantassin et du drone. Alors le fantassin est le marqueur, c'est terrible à dire. On peut dire qu'un terrain nous appartient à partir du moment où on a ses propres hommes qui ont atteint telle ou telle limite. Mais en fait, c'est avant tout un combat Alors, on parle beaucoup moins de l'artillerie, on ne parle pas de l'aviation, on parle des bombes planantes, et on parle surtout des drones. Et effectivement, c'est un grand changement, quand même. Ça, c'est un champ sur lequel qui peut être miné. Oui, alors, il peut être miné, mais globalement, à chaque fois, d'un côté comme de l'autre, chaque fois qu'ils sortent leur blindé, ils n'ont pas trouvé la parade contre les petits drones. Alors, ils ont inventé des grillages, etc. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez un tankiste avec des grillages partout autour de lui, comment il peut correctement observer, comment il peut se servir de sa tourelle. C'est ingérable. C'est une situation pour être protégé, c'est pas une situation pour être combattu. Un char, pour combattre, il doit être agile, il doit pouvoir se déplacer facilement, observer, tourner sa tourelle, réagir rapidement, parce que c'est souvent une question de secondes. Donc, non, c'est pas, pour le moment, les tankistes n'ont pas trouvé de solution efficace à l'anti-drone. Alors, est-ce que, là encore, on le voit à l'île Longue, mais on le voit aussi dans les plaines de l'Ukraine, que ce soit côté ukrainien ou côté russe. Donc, pas de, à mon sens, aucune chevauchée fantastique des blindés russes dévalant jusqu'aux limites de l'oblast. Donc, Poutine n'aura pas sa victoire au 31 décembre, mais par contre, une avancée qui finit par être significative, parce que là, on revient sur le problème des ressources humaines. Et si les Ukrainiens n'ont plus assez d'hommes, ils ne peuvent pas faire ce que je disais, c'est-à-dire marquer le terrain, combattre le terrain pied à pied, s'ils n'ont plus assez d'hommes. Et puis il y a peut-être aussi ce qu'évoquait Emmanuel, c'est-à-dire cette guerre du froid qui est extrêmement difficile, qui a fait peut-être, je voudrais qu'on écoute ensemble le commandant des forces armées ukrainiennes, Syrski, qui fait... Alors, il a pris la parole là, ces dernières heures, puisqu'on était évidemment... ils sont tous encore en train de négocier, notamment avec les Américains. Ils s'appellent très souvent entre eux au téléphone avec ceux qui sont du côté de Miami. Et il dit quand même quelque chose qui, de mon point de vue, est sans doute une avancée. Et d'ailleurs, Claire me le confirmait tout à l'heure sur l'antenne quand elle était en direct avec nous. C'est que finalement, il y a quand même un certain nombre de concessions territoriales qui pointent un peu le bout de leur nez. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes des militaires. Notre objectif principal est de défendre notre territoire, notre pays et notre population. Il est bien sûr inacceptable pour nous de céder notre territoire sans raison. Selon moi, une paix juste est une paix sans conditions préalables, sans concession territoriale.
Cela signifie s'arrêter le long de la ligne de contact actuelle. Cela signifie s'arrêter et cesser le feu, puis négocier sans aucune condition. Ce n'est qu'alors qu'une telle paix sera équitable. Magali, je posais la question tout à l'heure à Claire, là, quand elle était en direct avec nous. Est-ce que c'est une vraie concession quand il dit s'arrêter sur la ligne de contact actuelle, cesser le feu, négocier? Et elle me disait, en fait, c'est effectivement quand même un coin enfoncé dans l'idée de céder ces territoires-là potentiellement. Ouais, les Ukrainiens, dans cette négociation avec les Américains, essayent au moins d'obtenir cela, c'est-à-dire qu'on s'arrête le long de la ligne de contact actuelle, parce que ce n'est pas ce que réclament les Russes. Les Russes veulent récupérer tout, notamment l'oblast de Donetsk, donc récupérer toute cette région du Donbass, pour laquelle ces soldats ukrainiens se sont battus depuis 2014. Et puis c'est là que se trouvent toutes les villes forteresses, la grande ligne de défense ukrainienne. Donc la grande crainte en fait des Ukrainiens, c'est qu'on leur tordent le bras et qu'ils soient obligés d'accepter certaines concessions territoriales, mais sans avoir les garanties de sécurité qui vont avec, c'est-à-dire la certitude que Vladimir Poutine ne tentera pas de repasser à l'attaque dans 1, 2 ou 3 ans. Donc aujourd'hui, on sent bien que dans les négociations qui ont lieu, notamment à Miami, entre la délégation ukrainienne et les Américains, la question territoriale, elle est absolument centrale. Savoir en effet où pourrait s'arrêter. Est-ce que c'est sur la ligne de contact actuelle? Est-ce que c'est un peu plus loin? Est-ce qu'il pourrait y avoir une zone démilitarisée, comme l'ont proposé à un moment les Américains? On sent que les Américains, comme ils le disent, ils essayent de trouver des compromis possibles. Mais évidemment, pour ces soldats ukrainiens, et notamment pour le commandant en chef de l'armée ukrainienne, il y a eu tellement d'hommes perdus, tellement de sang versé pour défendre ces kilomètres carrés, que ça leur paraît évidemment insupportable. Le général Kellogg, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps d'ailleurs, il était dans une conférence et il s'est exprimé là-dessus. Il a expliqué, alors lui, il dit qu'on est tout près d'une résolution et de concessions territoriales. On l'écoute, c'est assez court et je vous donne la parole juste après, Marc. Nous sommes dans les 10 derniers mètres avant la ligne d'arrivée et ce sont les plus durs. Il nous reste à résoudre 2 problèmes majeurs. La question primordiale de Donetsk et celle de Zaporijjia, et notamment la centrale nucléaire. Dès que nous aurons réglé ces 2 questions, les choses iront vite. C'est effectivement deux problèmes majeurs. Est-ce qu'on est vraiment à quelques mètres de l'arrivée? Franchement, c'est le nœud du problème. On peut en douter fondamentalement, comme le disent d'ailleurs très bien les autorités françaises. Jusqu'ici, Vladimir Poutine n'a donné aucun signe qu'il voulait réellement une paix. La question, effectivement, d'un cessez-le-feu sur la ligne de confrontation est une solution de bon sens. C'est celle qui a été avancée déjà depuis un certain temps. Les Américains la mettent en avant. Les Ukrainiens, ils sont de fait résignés parce qu'ils savent qu'il est hors de question de reconquérir les territoires occupés. Mais la vraie question d'abord est celle d'un cessez-le-feu. Parce que pour le moment, les Russes continuent à dire, ils n'ont pas bougé d'un millimètre là-dessus, qu'il ne peut y avoir de paix que si on affronte les raisons profondes du problème, y compris donc l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, et ils n'entendent pas parler, ils ne veulent pas entendre parler de cessez-le-feu. C'est une vieille tradition de la diplomatie soviétique et ensuite russe d'ailleurs. La guerre de Corée, on a commencé les négociations pour trouver une solution à la guerre de Corée, ça a duré 2 ans, et c'est pendant ce temps-là qu'il y a eu toutes les grandes batailles jusqu'à la fin, c'est le feu de fait, qui n'a jamais été un traité de paix. Donc, pour le moment, on en est quand même effectivement très loin. Et puis reste, et je terminerai là-dessus, l'autre aspect, parce que les Russes insistent aussi sur une reconnaissance internationale des annexions. Et il est évident que de cela, il est hors de question pour les Ukrainiens. Donc on n'est pas seulement à la question de savoir si on va s'arrêter là ou s'il y aurait une petite zone démilitarisée pour le reste de l'oblast. Et on est aussi à la question de la position des Européens qui sont quand même, alors peut-être pas les premiers concernés, mais les premiers bis concernés par ces discussions évidemment et ces négociations. Alors on a bien vu que tout se faisait là depuis Genève, tout se faisait sans les Européens. Et ça continue. Ils tentent à chaque fois de mettre le pied dans la porte. Alors demain, il y a une réunion à Londres. À Londres, il y aura Volodymyr Zelensky, il y aura Emmanuel Macron, et il y aura un certain nombre de partenaires européens. Élise Stern, vous êtes avec nous en direct de Londres, justement. Qu'est-ce qu'il vient chercher, Volodymyr Zelensky? En quoi il croit de ce qui pourrait ressortir de cette réunion à Londres?
Eh bien, on imagine ce que Volodymyr Zelensky vient chercher, c'est surtout une image forte. Il veut être entouré d'alliés de poids. Vous l'avez dit, il y aura Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Londres, Paris, Berlin. Il faut dire que la pression est forte sur l'Ukraine. L'Ukraine est même à un moment pivot. Ce sont les mots du ministre du Travail britannique, Pat McFadden, qui est aussi porte-parole du gouvernement ce matin. Il a donné la position britannique sur la discussion qui s'annonce. Il faut garantir la sécurité de l'Ukraine, mais aussi sa capacité à déterminer son futur. Le Royaume-Uni pousse pour que l'accord de paix inclue des garanties de sécurité, non seulement de la part des Américains, mais aussi de la part de la coalition des volontaires, quitte à avoir une force de réassurance européenne sur le terrain. Alors, Keir Starmer s'est aussi entretenu tout à l'heure avec le Premier ministre néerlandais, qu'il inclut aux discussions. Il affirme que les discussions à venir ne se focaliseront à la fois sur les négociations en cours et sur les prochaines étapes. Je cite Downing Street, la sécurité de l'Ukraine est vitale pour la sécurité de l'Europe et nous soutiendrons toujours l'Ukraine. Alors cette fermeté, il va falloir la tenir face aux Russes, face aux Américains pour peut-être rassurer les Ukrainiens. Et oui, bien sûr, parce qu'on a effectivement un nouvel adversaire, ce sont les États-Unis. Merci beaucoup, Élise. On se souvient ça notamment avec vous, évidemment, demain. Élise nous disait l'Ukraine est à un moment pivot, l'Europe aussi est évidemment à un moment pivot. Écoutez ce que nous disait Pierre Servant hier sur ce même plateau. Grande analyse de la chose, effectivement. Il s'en est alarmé. Il était sur l'antenne hier soir. Pierre Servant. Ça marche pas. Il n'est pas venu. Bon, c'est pas grave. On va. Non, mais c'est pas grave. Je vais revenir sur ce que dit Pierre Servant. Pierre Servant, il dit le problème, c'est qu'on est totalement en dehors du match. On n'a même pas un petit strapontin pour le moment pour discuter avec les Russes et les Américains, qui eux, pour le coup, ont réussi à accoler leurs intérêts et à rapprocher leurs intérêts. Donc c'est quand même. Alors attends, on l'écoute quand même. On voit bien depuis des mois et des mois que l'affaire est pliée. L'affaire est pliée. Il y a une connivence idéologique, j'ose pas dire intellectuelle, mais idéologique entre la Russie poutinienne et l'administration Trump qui est extrêmement forte. Ils ont une lecture du monde qui est « le monde appartient aux forts ». Ouais, c'est la convergence de points de vue qui est dramatique. Et c'est là où... Est-ce que nous, on peut réussir à peser quand même là-dedans, Emmanuel ? Oui, non mais c'est évident, effectivement. Et Pierre Servant l'a rappelé, ça fait des mois qu'on le suit, on l'observe. On se rappelle simplement le déplacement de Zelensky fin février de cette année à Washington, où c'était particulièrement éloquent. En revanche, le fait qu'il y ait une coalition des volontaires, le fait qu'il y ait un couple anglo-français, l'entente cordiale, finalement, une forme d'entente cordiale renouvelée, le fait qu'il y ait l'acteur allemand là-dedans, qui a d'ailleurs fait signe qu'il renforçait ses budgets de défense, etc. Le fait qu'il y ait des pays européens qui soient dans une logique proactive, avec des guillemets, fait partie de l'équation globale. Il y a bien évidemment ce sujet russo-américain, qui est désopilant, qui est complètement désarmant, je suis bien d'accord. Mais le fait qu'un certain nombre de pays européens qui ont une vision stratégique, qui ont une voix à faire entendre, qui ont jusqu'à présent aidé de manière significativement l'Ukraine à différents niveaux diplomatiques, militaires, etc., est à prendre en compte dans l'équation globale. Et je suis à peu près convaincu que aussi bien l'administration américaine le voit, le suit, le prend en compte, même avec une forme de distance, de supériorité, y compris le Kremlin, parce qu'il y a des puissances nucléaires, parce qu'il y a des puissances industrielles militaires, et qu'il y a un mouvement. Tant qu'on ne faiblit pas et qu'on est sur cette logique-là de renforcement d'une sécurité européenne plus que de la sécurité de l'Union européenne, au niveau Europe, pas Union européenne mais de l'Europe, eh bien, ça jouera en faveur de la sécurité globale de l'Europe, mais aussi de l'équation globale vis-à-vis de l'Ukraine. Et avec, Magali, juste mini-question, parce que c'est fini, mais avec aussi l'idée, puisque les Allemands sont présents à Londres demain, on l'évoquait hier dans l'émission, mais le chancelier allemand, lui, il fait partie des rares, si j'ose dire, qui sont pour un déblocage des fonds bloqués, des avoirs russes bloqués, etc., pour mettre une petite pression aussi sur ses alliés, peut-être français et britanniques. Ça, c'est la grande question qui se jouera au prochain
prochain Conseil européen, c'est mi-décembre. En effet, est-ce que les Européens trouvent une solution pour s'appuyer sur ces avoirs russes gelés pour mettre en place un prêt pour l'Ukraine? Parce qu'en effet, la question des moyens financiers pour continuer à aider l'Ukraine au moment où on constate ce désengagement américain est essentielle.